Bienvenue à ce résumé de la semaine. Cette semaine, Why We Get Fat de Gary Taubes. J'ai adoré le livre. J'avais lu Good Calories, Bad Calories, qui est une énorme brique, beaucoup d'études. Ça, c'était assez ardu. Ça m'avait pris le mois au complet pour passer au travers. Puis c'est parce que j'avais un objectif de le finir en un mois. Ce livre-là se lit beaucoup mieux. Donne à peu près la même information, même peut-être un petit peu plus. Ce que j'ai beaucoup aimé, reste extrêmement respectueux dans le choix qu'on va faire d'utiliser cette information pour que ça fitte dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il explique très bien exactement ce qui est le titre du livre, pourquoi est-ce qu'on devient gros, puis après des pistes de solutions sans être drastique, sans être tout le monde devrait faire keto ou tout le monde devrait faire zone, plus en expliquant qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange, qu'est-ce qui se passe quand on est gros, comment est-ce qu'après on peut trouver nos propres solutions. Fait que peut-être que pour quelqu'un qui est débutant, c'est pas nécessairement la meilleure marche à suivre parce qu'il y a besoin peut-être qu'on le prenne par la main puis qu'on l'aide à se rendre là. Mais pour tous les entraîneurs ou tous les athlètes qui commencent à avoir une petite connaissance, si vous avez, exemple, écouté Obesity Code déjà, vous allez voir que ça donne beaucoup d'informations et que ça raffine après comment est-ce qu'on peut attaquer le problème. Donc, allons-y. Why we get fat. La première chose qui est expliquée dans ce livre, encore une fois, ça, vous pouvez le voir dans à peu près tous les résumés que je fais, calories in, calories out ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. La première chose, il étudie beaucoup le fait qu'il y a énormément de communautés très, très pauvres. Il parle, exemple, des Indiens Pima aux États-Unis qui, dès les années 1850, entre 1850 et 1900, ont commencé à devenir très gros quand ils ont commencé à devenir pauvres. Au-dessus de 50% de leurs femmes étaient obèses, de 30% de leurs hommes étaient obèses et leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat n'arrêtait pas de diminuer, mais ils devenaient de plus en plus gros. Il dit c'est quand même bizarre que ces gens-là qui ont très peu de moyens arrivent à devenir plus gros. Même chose aussi qui était observée, par exemple, en Afrique, où est-ce qu'on avait des femmes obèses qui venaient amener leurs enfants très, très, très rachidiques, très minces, à un hôpital local pour se faire ausculter parce qu'ils avaient des problèmes. Puis on se rendait compte que l'enfant avait souffrait de malnutrition, mais on voyait que la mère était obèse. Puis c'est, comme Gary dit dans son livre, c'est à peu près impossible d'imaginer que la mère prend toute la nourriture de son enfant puis lui en donne pas. Donc, elle était aussi mal nourrie, sauf qu'elle était obèse. Ce qui est très bizarre parce qu'il dit, dans le fond, comment est-ce que malnutrition peut coexister avec obésité si on pense que calorie in et calorie out est vrai? Parce que ça voudrait dire qu'il faut trop manger pour devenir gros. Si on mange trop, il faut avoir l'argent pour pouvoir manger trop, les ressources pour pouvoir manger trop. Et alors, comment ça se fait qu'on pourrait avoir dans le même groupe de personnes être mal nourri, donc avoir des carences, être nourri de façon sous-optimale, comme il dit, et d'être obèse en même temps. Ça additionne pas vraiment avec le modèle de calorie in, calorie out. Après, donc, quand on croit au calorie in, calorie out, le plus gros problème qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui sont gros? Bien, c'est simple. Mange moins. Right? Puis, même si j'ai cette connaissance-là maintenant, parce que dans Obesity Code, ils en parlent, dans Good Calories, Bad Calories, ils en parlent, c'est quand même le premier réflexe qui nous vient à l'idée, c'est « Ouh, si je veux pas trop grossir, il ne faut pas trop que je mange de ça. » Ou « Telle personne est gros, ouais, il a tendance à trop manger, c'est sûr. » Puis, donc, on va dire, ben, si tu ne veux pas être gros, mange moins. Sauf que, on en a parlé dans Obesity Code, toutes les diètes entre 6 à 12 mois se mettent à arrêter de fonctionner après le début de la perte de poids et les personnes regagnent et souvent regagnent même plus qu'ils avaient perdu. Donc, c'est très bizarre parce que on a tendance, si on croit que la solution c'est de moins manger, à dire à cette personne-là, écoute, tu as triché. Donc, on a tendance à l'attaquer au niveau que c'est cette personne-là qui ne se plie pas à la diète. Alors que si on regarde
sous observation en étude, si même s'il continue à manger la même chose, il y a un moment où est-ce que la diète arrête de fonctionner et la personne même regagne. C'est encore pire quand la personne recommence à manger normalement. Là, ils dépassent leur poids. Après ça, si on s'attaque au calorie in, calorie out, on s'attaque au out. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, je suis le premier, je suis propriétaire de gym. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, bouge plus. C'est simple. Si tu veux continuer à manger comme tu manges ou si tu as un problème de ne pas brûler assez de calories, ben, ce qu'on va faire pour te rééquilibrer, c'est de bouger plus. Par contre, c'est prouvé que plus on bouge, plus on a faim. Comme l'explique Gary Taubes, il dit si jamais on sait qu'on va avoir un gros souper, la plupart des gens, comme réflexe, vont dire si je fais un peu plus d'activité physique, comme ça, j'aurai plus faim pour mon souper. Ou alors, je vais aller en marchant pour aller à mon souper. Donc, comme ça va m'ouvrir l'appétit. C'est prouvé que dans le fond, notre corps, comme vous avez vu aussi dans Waterlog pour l'hydratation, comme on a vu dans Good to Go pour la récupération, notre corps veut tout le temps être à un équilibre. Donc, si on fait de l'exercice physique, on a une plus grosse dette en calories, oui, sauf que notre corps va vouloir combler cette dette-là dès qu'il peut. Donc, on va avoir, comme en anglais ils disent, « we worked an appetite ». Fait qu'on a travaillé à augmenter notre appétit. Donc, ça, déjà, c'est problématique. Deuxièmement, il y a beaucoup d'études. Il y en a une qui m'a frappé. Si vous voulez lire toutes les études, bien sûr, elles sont dans le livre, sauf que je ne veux pas que ça prenne trop longtemps de résumer le livre, donc je vais juste en citer quelques-unes. Mais il y en a une sur les marathoniens. Ils se disent, OK, on va entraîner des gens qui sont gros, obèses, pour courir un marathon, puis ça va faire qu'ils vont dépenser tellement d'énergie pendant tout leur entraînement qu'ils vont perdre du poids. Bien, cette étude montre que chez les femmes, la moyenne de perte de poids après l'entraînement et de compléter, donc d'avoir réussi à faire le marathon, était de 0 livres. Chez les hommes, 5 livres. Ce qui fait aucun sens parce qu'ils se sont mis à faire énormément plus d'activité physique puis ils ont perdu quelque chose de minimal. On s'entend que quelqu'un d'obèse qui perd juste 5 livres, mais que le coût de devoir s'entraîner pendant 2 ans pour être capable de compléter un marathon, c'est énorme pour juste le 5 livres. Donc, ça n'additionne pas, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Juste augmenter l'effort physique ou juste diminuer le in, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose d'autre qui régule le fait qu'il y a des gens qui deviennent gros. En fait, les études montraient que l'exercice physique, tout ce que ça faisait, c'était de ralentir le rythme auquel on devenait gros. Et il y a même des études qui sont complètement folles parce qu'ils disent que dans le fond, pour être capable de maintenir le même poids, il faudrait que si on décide de courir, qu'on rajoute 1000 de volume par semaine à chaque année. Puis comme Gary Taubes parle, il dit si on commence à courir à 20 ans, on ne va pas faire un marathon par jour, qu'on est rendu à 40 ans, là, ça ne marche pas, c'est insensé. Donc là-dedans, d'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui sont très intéressantes si vous lisez le livre. Là, je vous ai juste résumé les points clés. Donc, c'est quoi le gros problème qu'on a? Le problème, c'est que c'est ancré dans notre connaissance collective que d'être gros, c'est un problème de calories in, calories out, du nombre de calories qu'on mange versus le nombre de calories qu'on dépense. Et si on pense à ça, le problème, c'est que ça met la faute d'être gros sur le fait que on est ou paresseux ou glouton ou les deux. Right? C'est facile de juger quelqu'un qui est gros puis de dire cette personne-là fait juste trop manger puis il est paresseux parce qu'il ne bouge pas. Puis le problème, c'est que même les personnes qui sont grosses commencent à y croire eux-mêmes parce qu'ils ont tous essayé de faire des diètes. Ils ont toutes raté. Sauf que si on croit que la vraie raison qu'on a raté notre diète, c'est parce qu'il faut qu'on soit capable de se convaincre de manger moins ou de se forcer, se botter le derrière à bouger plus. Quand on rate, c'est de notre faute. C'est de la faute du fait qu'on est glouton, puis c'est de la faute du fait qu'on est paresseux. Puis il dit ça, c'est un énorme problème parce que maintenant, on sait depuis les 100 dernières années que ces diètes-là ne fonctionnent pas, puis que de juste faire de l'activité physique ne fonctionne pas non plus. Sauf que tout ce qu'on fait, c'est qu'on continue
à tourner, entre guillemets, le fer dans la plaie. On n'a jamais été aussi actif. Depuis les années 1970, c'est vraiment là le début de s'entraîner pour s'entraîner. Les centres de conditionnement physique, le spinning, les cours d'aérobie, tout ce name it. C'est là que ça a commencé. Et c'est à partir des années 70 aussi qu'on a commencé à devenir le plus gros, le plus de maladies cardiaques, le plus de maladies chroniques. On ne s'est jamais autant entraîné, on n'a jamais autant bougé juste pour le plaisir et pas juste pour notre job. Et on n'a jamais, comme société, été aussi malade. C'est sûr qu'on va le voir, c'est une partie de la solution de bouger, mais c'est définitivement pas juste la solution. L'histoire nous le prouve, ça ne marche pas. Donc, le problème de penser qu'il suffit juste de bouger plus, de manger moins, c'est que c'est comme si on considérait l'obésité comme une maladie mentale. Tout ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est de la motivation, parce que c'est des gens qui ne sont pas motivés et ils ont un problème relié, on dit même un eating disorder. On a un problème relié à la nourriture, alors que, comme on va voir, ça n'a pas vraiment rapport avec ça, cette solution, la solution à amener. On pense tout le temps à quelle diète ferait qu'on fasse au lieu de penser au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe quand on mange, comment est-ce qu'on a mangé pendant des millénaires avant pour que notre corps, qui est encore une fois, plus vous écoutez mes résumés, plus vous écoutez ces experts sur des sujets complètement différents, vous commencez à vous rendre compte que notre corps est une machine extrêmement bien régulée et que si on arrive à la laisser faire son travail, notre corps est fantastique. Donc, c'est quoi les problèmes? Bien, tous les nutritionnistes citent tout le temps la thermodynamie. C'est calorie in, calorie out parce qu'on peut pas, personne ne peut se soustraire à la thermodynamie, la loi numéro 1. C'est quoi la loi numéro 1 de la thermodynamique? C'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que si ça rentre, il faut que ça ressorte parce que sinon, ça va être débalancé, ça ne marche pas. Puis, c'est quoi le problème avec... rien ne se perd, c'est que ça fait juste expliquer pourquoi on grossit. Gary Taubes utilise une analogie. Si la chaleur dans une pièce, puis c'est vrai, si la chaleur dans une pièce est directement proportionnelle au nombre de personnes qui est dans la pièce. Si la pièce A, il y a 20 personnes, la pièce B qui est exactement pareil, il y a 2 personnes, mais la pièce A est plus chaude. Ça fait juste... En anglais, il dit « state the obvious », ça fait juste décrire qu'est-ce qui est évident. Mais c'est ça que ça fait. La thermodynamique, ça dit « les gros mangent plus, donc ils deviennent plus gros ». Ben oui, sauf que ça explique en rien pourquoi est-ce qu'ils mangent plus. Pareil que dans l'exemple avec les pièces, ça explique en rien pourquoi il y a 20 personnes qui se sont retrouvées dans la pièce A versus il y en a juste 2 qui se sont retrouvées dans la pièce B. Fait que déjà là, ça ne marche pas. La loi de la thermodynamique existe, c'est vrai, elle est vraie, mais ça fait juste expliquer, ça n'explique rien en fait, ça fait juste décrire quelque chose qui est évident. La deuxième loi qu'ils utilisent, c'est que, en fait, la deuxième grosse erreur qu'il y a avec ça, c'est de penser que le in n'a aucun effet sur le out, ou que le out n'a aucun effet sur le in. Ce que ça veut dire par là, c'est de penser que c'est vraiment simple. On a une entrée, on a une sortie. Si je change mon entrée, vu que la sortie reste la même, ça va créer un déséquilibre ou de perte de poids ou de gain de poids. Et le même principe, j'ai un in, j'ai un out. Mon exercice, si je l'augmente, je viens de créer un plus gros out, mais bien sûr, ça n'aura pas d'effet sur le in. Alors qu'on vient de le voir que, exemple, quand on s'entraîne, ça a un effet sur le in. Notre corps automatiquement veut manger plus. Aussi, quand on mange moins, ça a un effet direct sur le out. D'où le fait que quelqu'un qui essaie de faire une diète classique où est-ce qu'on va limiter par 500 calories par jour son apport, va commencer à avoir plus facilement froid, va commencer à se sentir plus faible, va commencer à avoir moins d'énergie parce que son corps travaille vraiment fort vu qu'il reçoit moins de in à baisser son out. C'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous qui ont dû arrêter de travailler pendant le COVID-19. Si on arrête de travailler,
puis que notre in drastiquement baisse, c'est pas là qu'on fait le plus de dépenses. On va baisser nos dépenses aussi pour revenir à un équilibre. On va même peut-être baisser nos dépenses encore plus bas que notre nouveau in parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand notre in réaugmente? On va réaugmenter nos dépenses très graduellement. On ne va pas tout de suite les jacker vers le haut parce qu'on a peur de l'avenir. Puis c'est exactement ça qui se passe dans notre corps. On baisse le in, notre corps travaille vraiment fort à baisser le out. Il veut même le baisser un petit peu en dessous. Puis quand on réaugmente le in, lui, il ne veut pas réaugmenter tout de suite au complet parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et donc, on grossit encore plus. Donc, la première chose à se rendre compte, c'est que ça semble pareil au début, mais répétez-vous cette phrase-là puis essayez de comprendre le concept. On ne mange pas plus on mange plus parce qu'on est gros. On n'est pas gros parce qu'on mange plus. On mange plus parce qu'on est gros. On ne devient pas gros parce qu'on mange plus. Puis ça, on va y revenir. Fait que, comme il y a des lois de la thermodynamique, Gary Taubes, lui, il fait les lois du gras. La première chose à comprendre, c'est que le gras, ce n'est pas une matière morte qui est juste mise là de côté pour, comme on pensait avant, genre s'isoler contre le froid, avoir un peu de padding parce que quand on va s'asseoir sur nos fesses, ça va être plus confortable, puis de garder des réserves au cas où il y a une famine dans vraiment très longtemps. Non, le gras est régulé de façon très précise par notre cerveau, par nos hormones, par notre corps, exactement pareil que notre corps règle très bien notre niveau d'hydratation, qu'il règle très bien notre chaleur corporelle, tout ça, c'est très bien réglé. Dans le fond, tout est réglé tout le temps dans notre corps, puis le gras ne fait pas exception à ça. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2. Un tout petit dérangement dans ce réglage-là, un dérangement tellement petit qu'on ne pourrait même pas encore le mesurer avec nos outils actuels, peut causer un énorme problème. Puis ça, il l'utilise pour expliquer cette loi-là, puis il l'explique pour justement expliquer pourquoi le calorie in, calorie out ne fonctionne pas. Il utilise l'exemple de 20 calories. 20 calories, c'est 2 ou 3 bouchées d'une pomme. C'est 3 bouchées d'une tranche de pain. C'est presque rien, c'est une crème dans son café. 20 calories, si on l'accumule avec le calorie in, calorie out, 20 calories sur tous les jours, sur 20 ans, ça équivaut à 50 livres de gras. Comment est-ce que vous voulez qu'on soit capable de se réguler aussi précisément à tous les jours pour ne pas dépasser ou diminuer de 20 calories? Comme il dit, c'est absolument impossible. C'est minime, c'est presque rien. Comment aussi est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un qui décide de rien changer dans sa vie et de juste enlever une crème dans son café pendant les 20 prochaines années ne perdra pas 50 livres? Ou au contraire, quelqu'un qui est en forme, comme moi, qui décide d'ajouter une crème dans son café à tous les jours, ne prendra pas 50 livres sur les 20 prochaines années. Fait qu'il dit, il faut se rendre compte que des tout petits dérèglements de presque rien pourraient s'accumuler et causer des très gros problèmes, mais en même temps, il faut s'apercevoir que quand notre corps est bien régulé, ces tout petits changements-là, il est capable de les outrepasser. Après ça, le troisième, big, donc être gros, égale on consomme plus de calories, on en a besoin de plus. Puis ça, il dit, c'est une loi, c'est pas une question de volonté. Il dit, regardez par exemple les baleines puis les éléphants, les plus gros animaux qui sont en ce moment ou dans les mers ou sur Terre, ils ne deviennent pas aussi gros que ça parce qu'ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup parce qu'ils sont aussi gros que ça. Puis ça, c'est important à penser, à comprendre ça. Donc, plus la personne devient grosse, plus la personne a besoin de manger plus. Mais elle ne mange pas plus. Elle ne devient pas grosse parce qu'elle mange plus. Elle mange plus, encore une fois, parce qu'elle est grosse. Donc, la faute sur être un glouton ou être paresseux, ça fonctionne pas. Ça met justement la faute sur la personne au lieu de mettre la faute sur le vrai problème. Puis ça nous empêche aussi de trouver des solutions qui
Si vous lisez le livre, justement, ils en parlent. On était très proche d'avoir des bonnes solutions pendant 100, 150 ans. Après ça, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. La plupart des scientifiques qui travaillaient là-dessus sont morts. Après, ceux qui restaient, c'était des Allemands. Les Allemands n'avaient pas vraiment beaucoup de leur mot à dire dans le monde scientifique le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Toujours est-il, si vous lisez le livre Cholesterol Myth, vous allez voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait des énormes erreurs, comme de un, penser que le gras était nocif. Si vous voulez, vous pouvez lire sur l'étude des 7 pays de Ansel Keefe. Il y a beaucoup d'articles d'ailleurs sur CrossFit.com là-dessus. Il en parle dans Good Calorie, Bad Calorie. Il en parle dans Obesity Code. Il en parle dans Why We Get Fat de Gary Tubbs. Mais pour faire une histoire courte, le problème n'est pas que les gens sont paresseux ou que les gens sont des gloutons. Sinon, on essaie d'attaquer le mauvais problème. Par exemple, si c'était juste la glutonie ou donc être un glouton ou le manque de motivation, ce serait quelque chose qui est mental. Il faudrait un psychiatre pour traiter les gens qui sont diabétiques. Alors qu'on sait que si on se met à traiter les diabétiques avec un psychiatre, pas que le psychiatre n'est pas bon, mais ça ne va pas régler leur problème. Donc, quelque chose à comprendre. La première loi, le gras est régulé et le gras circule activement dans notre corps tout le temps. En ce moment, il y a du gras qui fonctionne dans mon corps, qui circule dans mon corps. Et le gras, il est sous deux formes dans notre corps. Il y a les acides gras, ça circule, ça peut circuler dans mon sang. C'est assez petit comme molécule pour passer à travers les membranes cellulaires. Et là, en ce moment, si j'ai besoin d'énergie, parce que je n'ai pas encore mangé, exemple aujourd'hui, je fonctionne sur mes acides gras. Donc, les acides gras sont dans mon sang. Les cellules peuvent attraper les acides gras et mes muscles peuvent bouger. Mon cœur peut battre. Il peut y avoir des kétones qui se forment pour que mon cerveau fonctionne. Même si je ne mange pas, je survis. C'est la raison de pourquoi on arrive et on devrait être capable de dormir la nuit au complet sans se réveiller pour aller manger, par exemple. Donc, ces acides gras, ils fonctionnent, ils se promènent dans mon corps. Puis si on n'en a pas besoin, bien, ils re-rentrent dans la cellule adipeuse et ils deviennent des triglycérides. Triglycérides, dans le fond, 3 acides gras avec du glycérol, boum, ça devient une molécule, puis ça devient trop gros pour sortir. Donc là, ça reste dans la cellule. Ça, c'est les deux formes dans lesquelles est notre gras. Mais, encore une fois, il ne faut pas penser à notre gras comme un investissement à long terme qui reste tout le temps là, juste au cas où il y a une famine lointaine. C'est quelque chose qui nous donne de l'énergie et qui est supposé nous donner de l'énergie entre les moments où est-ce qu'on mange et dans les périodes où est-ce qu'on jeûne. Maintenant, l'insuline est sécrétée par le pancréas. Et c'est sécrété en réaction principalement quand on mange des glucides et encore plus en grande quantité quand c'est des glucides qui sont transformés et qui sont, exemple, comme du sucre, comme de l'amidon, qui contiennent de l'amidon, comme des patates, comme du riz, qui sont des produits céréaliers. Ça va être sécrété encore plus. Qu'est-ce qui se passe quand l'insuline entre dans notre sang? L'insuline, c'est une hormone et comme tout dans notre corps, c'est régulé par des hormones. L'exemple qu'il donnait, c'est si vous avez déjà vu un enfant grandir, il y a des moments où est-ce que l'enfant va se mettre à manger énormément parce que son hormone de croissance est relâchée, donc est sécrétée dans son corps. Il ne grandit pas parce qu'il mange beaucoup. Il décide à un moment donné, je vais manger beaucoup, fait que je vais grandir. Il mange beaucoup parce qu'il est en train de grandir et parce que son hormone dit à son corps de grandir et donc il a besoin de plus de calories. C'est le même principe avec l'insuline. L'insuline dit à notre corps, il y a du glucose. S'il y a trop de glucose dans notre sang, ça devient toxique, c'est problématique, donc il faut adresser ce glucose-là. Donc, quand l'insuline est sécrétée, ça coupe l'utilisation des acides gras. Parce qu'il faut qu'on se mette à fonctionner sur le glucose, parce qu'on a beaucoup de glucose et il faut dealer avec le sucre sanguin avant de dealer avec quelque chose d'autre. Donc, c'est une des raisons qu'on a tendance à dire que notre corps préfère fonctionner sur les glucides, c'est parce que quand on ingère des glucides, il se met à arrêter à utiliser les gras puis il utilise les glucides. Mais d'après Gary Tubbs, ce n'est pas nécessairement parce qu'on aime mieux fonctionner par les glucides, c'est parce que quand il y a des glucides, quand il y a du glucose sanguin, du sucre sanguin qui est élevé, il faut qu'on deal avec tout de suite parce que sinon ça devient toxique. Donc, l'insuline s'élève, ça dit à nos muscles, exemple, d'utiliser
du glucose et ça dit à nos cellules grasses de reprendre, adipeuses, pardon, de reprendre les acides gras, les mettre en triglycérides et même, ça va dire aux cellules de rentrer le glucose dans les cellules. Donc, si ça arrive de façon modérée, il n'y a pas de problème. Après ça, l'insuline rebaisse, le sucre sanguin redevient normal et on se remet à fonctionner sur nos acides gras. Par contre, qu'est-ce qui se passe? On va le voir ça un petit peu après ici. En résumé, ça veut dire que l'insuline, c'est qu'est-ce qui nous dit de stocker. Ce qui monte l'insuline nous fait stocker et nous rend gras, nous empêche d'utiliser nos gras. Donc, si on n'utilise plus nos gras puis on stocke des gras, bien, on devient plus gras. C'est ça que l'insuline fait. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que quand l'insuline monte, bon, on grossit un peu. Normalement, qu'est-ce qui devrait se passer? C'est qu'on grossit après avoir mangé. Après ça, vu qu'il y a une longue période sans qu'on mange et que notre sucre sanguin revient, bien, on utilise ce gras-là, ces acides gras pour fonctionner dans la journée et on l'utilise surtout pendant la nuit. On redevient à notre poids normal, puis on se remet à grossir un peu quand on mange et l'utiliser quand on ne mange pas. Maintenant, si on prend beaucoup de glucides, donc notre insuline est tout le temps élevée, rappelez-vous que l'insuline bloque l'utilisation des gras. Parce que, pourquoi encore une fois, quand l'insuline est élevée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de glucose dans notre sang. S'il y a beaucoup de glucose dans notre sang, au lieu d'utiliser les acides gras, il faudrait qu'on utilise tout de suite le glucose parce que sinon, ça va devenir toxique si on en a trop. Vous voyez le principe. Donc, l'insuline augmente, ça nous rend un peu plus gras. On fonctionne en brûlant le glucose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre sucre sanguin baisse. Mais si on augmente tout le temps notre insuline, on devient ce qu'on appelle un peu résistant à l'insuline tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on dit à nos cellules, prends du glucose, prends du glucose. Puis ils sont tout le temps en train de prendre du glucose. Même pour une cellule, trop de glucose à l'intérieur d'elle, c'est dangereux, c'est toxique. Donc, arrivé à un moment, la cellule, elle ne veut plus en prendre du glucose. Donc, qu'est-ce que fait notre corps? Il y a trop de glucose dans le sang. On augmente l'insuline plus. Donc, on devient résistant. Les cellules commencent à se rebeller et ne veulent pas stocker le glucose. Donc, il y a besoin d'avoir encore plus d'insuline. C'est un petit peu pareil que quand on veut contrôler une foule. Si tout le monde écoute, un seul policier, c'est suffisant. Puis si la foule se rebelle, il faut envoyer le SWAT team. Il faut envoyer plus de policiers. Mais là, c'est le même principe. Les cellules se rebellent un peu, fait qu'il faut envoyer plus d'insuline. Donc, on devient résistant, ce qui fait que notre niveau d'insuline est tout le temps élevé. Donc, quand notre sucre sanguin baisse, notre insuline est encore élevée, ce qui fait que on se rend dans ce qu'ils appellent un semi-starvation pour nos cellules. Donc, une famine, semi-famine des cellules. C'est que les cellules se font dire brûle du glucose. Sauf que là, le sucre sanguin baisse. Il n'y a plus de glucose à brûler, donc la cellule a faim. Mais comme l'insuline est élevée, la cellule ne peut pas utiliser les acides gras. Ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? On a faim. Nos cellules ont faim. Donc, ça devient incontrôlable de manger, il faut qu'on mange. Puis, c'est un cercle vicieux parce qu'on va vouloir manger quoi? On va vouloir manger des glucides parce que nos cellules ont faim de glucides, il n'y en a plus. Donc, c'est ça le cercle vicieux qui fait qu'on devient gros. Une fois qu'on comprend ça, ça change pas mal la vue de ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on arrête de penser de manger moins, puis de bouger plus. Il faut qu'on commence à penser à si ce qui nous rend gros, c'est la sécrétion d'insuline, comment est-ce que je peux baisser ma sécrétion d'insuline? Qu'est-ce qui fait monter mon insuline? Tout fait monter un peu l'insuline, c'est clair, surtout si vous lisez Dr. Jason Fung qui en parle de ça. Mais qu'est-ce qui fait monter l'insuline le plus possible? C'est les glucides raffinés. Dans les glucides raffinés, on ne parle pas des épinards, on ne parle pas de la salade, la laitue, on ne parle pas des légumes verts. On parle des choses comme produits céréaliers. On en a parlé dans On Doctor de ça. Donc, les produits céréaliers qui montent énormément notre sucre sanguin puis sont en grande quantité
des glucides, on parle des patates, on parle de tout ce qui est transformé. Donc, le popcorn, les crèmes glacées, les craft dinner, les pizzas pocket, tout name it, ça c'est sûr que. Puis aussi le sucre et le fructose. Le fructose, c'est dans quoi? Exemple, c'est dans toutes les boissons gazeuses. Donc, c'est ça qu'il faut restreindre. Le reste, après, on peut beaucoup manger parce que comme on a vu, notre in et notre out vont s'auto-réguler. Si on mange un petit peu plus de bonnes choses, qu'est-ce qui se passe? On a plus d'énergie. Dans le fond, moi qui est énergique, moi qui est slim, j'ai tendance à penser que c'est parce que j'ai une bonne motivation, puis parce que genre, je suis routinier puis je m'entraîne à tous les jours. Mais ce que Gary Taubes il nous explique, c'est que peut-être que l'énergie que j'ai pour avoir cette motivation-là puis s'entraîner, c'est pas juste mental. Oui, le mental, puis je vais résumer des livres sur les mindsets puis tout ça, c'est très important. Je dis pas le contraire. Sauf que faut que l'énergie soit disponible. Ben moi, quand je mange plus, vu que c'est pas plus de glucides, c'est plus des gras, plus des protéines, qu'est-ce qui se passe? J'ai un surplus d'énergie, mon corps va fighter pour le dépenser. Donc, il va m'inciter à vouloir m'entraîner, à aller courir, à faire un workout, à aller faire du paddleboard, à aller faire du ski de fond, parce que j'ai de l'énergie à dépenser. Donc, la question, qu'est-ce qu'il faut manger? Gary Taubes ne voulait pas écrire un livre sur des diètes. Si vous voulez des diètes, il y en a plein qui ont été écrits. D'ailleurs, il y a un exemple de diète dans le dernier résumé que j'ai fait sur Undoctored. Son idée, c'est plus de dire, questionnons, un peu comme tous les autres livres que j'ai lus, qu'est-ce qui s'est passé au niveau anthropologique? D'où est-ce qu'on vient? Donc, pour des milliers de générations, on a fonctionné comme des chasseurs-cueilleurs. Donc, il s'est dit, on va aller regarder s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et comme de fait, dans les années 2000, les États-Unis et l'Australie ont fait une énorme étude sur les 229, je ne sais pas si on les appelle tribus, communautés, qui vivent encore de façon traditionnelle, donc qui ont encore des diètes traditionnelles, qui vivent isolées de notre modernité. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Puis ils se sont aperçus, puis là, avant de capoter, je vais vous dire c'est quoi la conclusion après. Mais ils se sont apportés et ils se sont rendus compte qu'il y en a un cinquième de ces tribus-là qui vit presque exclusivement sur juste des produits animaux. Donc, ils mangent presque jamais de légumes ou de fruits ou même de petites racines. Des fois, ils passent des années sans en manger. Puis, il donne l'exemple des Inuits qui ne mangent plus comme ça, mais qui mangeaient comme ça avant. Puis, ils pouvaient passer 5 ans sans manger autre chose que de la viande et du gras, qui n'avait même pas de racines, qui n'avait même pas de légumes ou quoi que ce soit. Après ça, il se rend compte qu'il mange, bon, bien sûr, rien de transformé. Il n'y en a pas un seul qui mange du sucre. Il n'y en a pas une seule de ces tribus-là qui mange des repas préparés. Et ils ont principalement leur rapport calorique qui est 50% ou plus qui vient de produits animaux. Et après ça, c'est des produits où il y a énormément de fibres. C'est principalement des légumes, quelques racines et c'est tout. Ils ont tendance à manger l'animal au complet, de préférer les parties qui sont grasses et manger surtout les organes aussi. Donc là-dessus, il dit qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Bien, la première chose qu'on peut apprendre de ça, c'est que l'organisme humain est capable de survivre sans problème et même d'exceller s'il ne mange pas de légumes ou de fruits. Mais il faut qu'il ait un bon apport de gras et de protéines. Après, l'autre chose qu'on peut apprendre de ça, c'est que bien sûr, les produits transformés comme les farines, comme le sucre, comme les produits céréaliers, ils sont absents de ces cultures-là et dans ces cultures-là, ils ont d'autres problèmes, mais ils n'ont pas les problèmes de maladies chroniques qu'on a. Après ça, il s'est dit, OK, si on fait la recherche inverse, donc quand ces cultures deviennent modernisées, qu'est-ce qui se passe? Puis là, quand ces cultures deviennent modernisées, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont les mêmes problèmes d'obésité que nous, ils ont les mêmes problèmes de maladies chroniques que nous, et ça va tout le temps avec l'ajout dans leur diète de choses comme le sucre,
comme la farine blanche, comme toutes les choses très raffinées, qui dit pourquoi est-ce que c'est ça qu'on a commencé à ajouter en plus et que c'est des choses qui étaient très faciles à transporter sans que ça devienne avarié sur les bateaux quand on allait dans des nouveaux endroits. Donc, toutes ces maladies-là apparaissent une fois qu'ils introduisent ça. Donc, ils se disent, OK, peut-être qu'il faudrait faire attention à ces nourritures-là. C'est ce que Undoctor dit aussi, c'est ce que les diètes comme Paléo disent. Mais Gary Taubes se garde de dire que toutes les nouvelles nourritures disponibles sont nécessairement mauvaises. Il dit qu'il faut le tester. Il fait juste dire, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'on a énormément de vitamines, de minéraux dans les viandes, dans les organes animaux et que, bien sûr, on a juste des gras essentiels et on a juste des acides aminés essentiels, donc des protéines essentielles à la vie parce qu'on n'est pas capable de... des acides aminés, c'est ce qui crée les protéines, c'est ce qui forme les protéines qui sont essentielles parce qu'on n'est pas capable de les créer et des gras essentiels parce qu'on n'est pas capable de les créer. Et ça, c'est contenu dans la nourriture animale. Et il dit au niveau évolutif, ça fait du sens parce que quand on s'éloignait de l'équateur, c'était clair qu'il y avait des périodes où est-ce qu'on allait devoir pouvoir fonctionner avec juste chasser et pas pouvoir cultiver le sol qui était gelé. Et il n'y a aucun, dans le fond, ce qu'on peut apprendre aussi, c'est qu'il n'y a aucun carbs qui sont essentiels. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire là-dessus les vitamines. Dans le fond, vitamines et minéraux sont dans les viandes sans problème. Puis, il parle même du fait que, exemple, la vitamine B, qui est très largement problématique si on décide de devenir végétarien, parce que c'est juste dans les produits animaux. Et en plus, elle est utilisée pour métaboliser le glucose. Donc, plus on mange de glucides, plus on a besoin de vitamine B, moins on mange de glucides, moins on en a besoin. C'est le même principe aussi avec la vitamine C. Il y en a très peu dans les produits animaux, sauf que la vitamine C, dès qu'on mange des glucides, surtout les glucides transformés, ça fait qu'on est plus capable, notre kidney, donc notre rein, est plus capable de les absorber et ce qui fait qu'on urine la vitamine C quand on mange beaucoup de glucides. Donc, il faisait juste montrer après, il respecte énormément si vous décidez de manger plus de produits naturels qui sont non animaux versus si vous décidez de plus manger animal. Il n'est pas là pour trancher sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, il est là pour juste donner des faits. Et comme il en parle, il dit que malheureusement, puis ça en parle dans Undoctor aussi, si on regarde en Inde, il y a un tiers de la population qui est végétarienne et qui ont d'ailleurs beaucoup de problèmes, même neurologiques ou de maladies chroniques qui sont reliés à ça. Comme Gary Taubes dit, potentiellement, c'est juste aussi parce qu'ils ont ajouté du sucre dans leur diète. Ça, on ne le sait pas parce qu'en ce moment, ils en mangent tous. Mais bon, une chose est sûre que regarder l'anthropologie, c'est jamais une mauvaise idée pour au moins avoir un bon point de départ parce qu'on a des millénaires et des millénaires d'évolution qui ont fait qu'on est capable de fonctionner d'une certaine façon. Puis après, ça fait au moins un point de départ sur ce qu'on peut faire. Après, donc, ça, c'est un peu pour les détracteurs qui disent que d'enlever les glucides, plus ou moins, parce que comme il dit, il y en a qui vont devoir les enlever au complet, il y en a qui vont pouvoir continuer à en manger, mais de limiter, en fait, les glucides, c'est problématique parce que ça va faire une diète qui est non balancée et ça va être plate. Donc là, il dit, écoutez, si quelqu'un fume 2 paquets de cigarettes par jour et qui est en voie d'avoir un cancer des poumons, son médecin va lui dire d'arrêter de fumer, va l'aider à arrêter de fumer. Et même si le patient dit « Oui, mais ma vie est plate quand je ne fume pas », il va quand même lui dire « Il faut que tu arrêtes de fumer ». Il dit là, c'est exactement le même principe. Ce qui nous rend gros, ce qui nous rend malade, parce que avoir trop d'insuline, on en a déjà parlé, il en parle aussi dans le livre, mais je vous en épargne les détails parce que dans Undoctored, on en a déjà énormément parlé. C'est ce qui cause aussi, c'est la cause première de toutes nos maladies chroniques. Donc, ce qui nous rend gros, ce qui nous rend malade, c'est les glucides raffinés. On ne parle pas encore une fois genre des épinards, là, parce que oui, les végétaux sont aussi des glucides, mais on parle de tout ce qui est transformé, comme les sucres aussi. Comme le sucre de table. Le fructose, ça nous rend malade. Donc, c'est le même principe, comme il dit, qu'un paquet de cigarettes. Que ta vie soit plate ou pas sans ça, il faut que tu apprennes à le couper
Puis une fois que tu as été sevré de ça, tu vas être capable de fonctionner et d'apprécier beaucoup plus la vie. Que ça soit déséquilibré, bien, il l'a montré, on vient d'en parler au niveau que non, on a toutes nos vitamines, tous nos minéraux qui sont là. Et en fait, comme il dit, si on décide de réduire les patates, le riz, le pain, les boissons gazeuses, toutes les nourritures transformées des fast-foods, mais qu'on garde tous les légumes verts, il dit on va même avoir un plus gros apport de fibres, de vitamines et de minéraux dans notre diète que si on avait gardé ces autres calories-là qui sont vides. Donc, l'argument ne tient pas la route. Après ça, l'autre argument que la plupart des nutritionnistes vont dire, c'est que notre cerveau a besoin de 120 à 130 grammes de sucre par jour. Encore, il dit, il faut faire attention. Notre cerveau va consommer 120 à 130 grammes de sucre si c'est disponible, mais il n'en a pas besoin. En fait, notre cerveau, d'après lui, encore une fois, aurait évolué pour fonctionner beaucoup mieux au niveau cétonique, donc avec des cétones. Tantôt, j'ai dit kétones, ça c'est en anglais. Donc, au niveau des cétones, c'est justement cette nourriture que notre cerveau peut utiliser, qui est formée à partir des triglycérides, à partir des acides gras, de notre gras dans le fond. Et il y a même des études qui commencent à montrer que notre cerveau fonctionne même encore mieux sur les cétones. Si on se rappelle dans Obesity Code, on disait que Aristote, exemple, s'il avait un problème à régler, jeûner pendant 7 jours il ne savait peut-être pas à ce moment-là, mais pour être capable que son cerveau fonctionne mieux. Et on pense que c'est parce que justement, il commençait à embarquer sur les cétones et que notre cerveau est même encore plus efficace sur les cétones. D'après lui, quand on se réveille le matin, on devrait être en état moyen cétonique. Et donc, notre cerveau peut fonctionner très bien sur les cétones. Une autre partie va fonctionner sur le glycogène qui va être formé à partir, encore une fois, de notre gras. Et donc, non, on n'a pas besoin. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est pas qu'on ne peut pas fonctionner avec 120 grammes. Il dit que notre cerveau n'a pas besoin de 120 à 130 grammes de glucides par jour. Il fonctionne très bien sans. Et même, c'est comme ça qu'on a évolué parce qu'on ne mangeait pas 3 fois par jour pendant toute notre évolution. Et après ça, la grosse affaire, le gras est mauvais. Le gras va nous tuer, ça va nous donner des maladies cardiaques. Bon. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller lire The Cholesterol Myth. Vous pouvez regarder, il y a énormément sur CrossFit.com d'articles qui montrent que c'est absolument non fondé d'avoir peur du gras. Que même si on revient avant les années 50, on traitait tous les obèses en leur disant de manger le plus de gras animal possible avec quelques protéines et de diminuer les glucides. C'était les glucides le problème. Si vous n'êtes pas sûr, allez sur une ferme, demandez à un fermier comment est-ce qu'on engraisse n'importe quel animal. C'est en leur donnant des glucides, pas en leur donnant du gras. Le fait après que les gens ont peur du gras, il dit ça ne fonctionne absolument pas. Si vous êtes gros et vous allez voir votre médecin, il va vous dire, vu que l'obésité est un facteur de risque et fait partie du syndrome métabolique, vous avez plus de chances d'avoir une crise cardiaque, vous devriez perdre du poids. Si pour perdre du poids, vous suivez justement les diètes qu'on est en train de voir, qu'en fait, il n'aime pas qu'on dise des diètes, mais un lifestyle. Vous apprenez à, exemple, enlever les cigarettes, c'est un lifestyle. Enlever les glucides, les glucides qui nous rendent gras, comme il dit. Donc, encore une fois, pas les légumes verts, mais enlever les glucides comme le fast-food, comme les soft drinks, comme le sucre. Si vous décidez de faire ça, vous allez perdre du poids. Donc, votre facteur de risque diminue, comme il dit. Vous ne pouvez pas, la solution, enlever les glucides pour baisser l'insuline, donc baisser les maladies chroniques, la solution ne peut pas non plus être le problème. Ouais, mais pour faire ça, il faut manger des gras, puis ça me donne la solution. Et donc, il ne faut pas que je mange des gras, il faut que je me mette à manger des glucides sans gras. C'est ça la recommandation, baisser le gras, manger des glucides. Mais ça me rend encore plus gros. Donc, il y a un non-sens là qui ne fonctionne absolument pas. C'est pas que si on n'est pas gros, on n'a aucune chance d'avoir des maladies. C'est pas ça qu'il dit. Parce que, exemple, si on prend trop de fructose, on en a
Parler encore une fois aussi dans On Doctor, si on prend trop de fructose, c'est métabolisé juste par le foie, ça rend notre foie gras. On peut avoir une cirrhose du foie non alcoolique et ça, même si on n'est pas gros, ça nous rend résistant à l'insuline et ça découle tous les autres problèmes chroniques. C'est pas ça l'idée, mais c'est que si nos marqueurs de santé s'améliorent sur tous les points, votre tension baisse, votre taux de glycémie après avoir mangé redevient normal. Vous avez un plus petit pourcentage de gras. Vous avez plus d'énergie. Vos triglycérides vont mieux. Votre ratio LDL-HDL va mieux. Tout va mieux parce que vous mangez des gras. Ça ne peut pas magiquement devenir un problème de manger des gras. Donc, pensez-y, c'est juste extrêmement difficile parce qu'on a été brainwashé que le gras est mauvais, les glucides sont bons, mais il faut juste sortir de cette erreur-là. Puis on fait tout le temps des erreurs. L'espèce humaine, par contre, on est très intelligent pour s'apercevoir de nos erreurs, puis là, on est en train de s'apercevoir de cette erreur-là. Puis c'est le message que Gary Taubes nous dit. Fait que, soyons intelligents, considérons ces glucides qui nous rendent gros comme la cigarette. Et il y a un moment donné, on disait que la cigarette, c'était bon pour gérer le stress. Il y avait même des publicités avec des médecins qui fumaient, qui disaient que pour gérer leur stress, ils utilisaient Marlboro, exemple. Mais c'était une erreur. C'était une erreur. Même si ça limite le stress, les risques de cancer n'en valaient pas la chandelle. Mais là, c'est le même principe. Là, on est à l'étape où est-ce qu'on est en train de vraiment se rendre compte au niveau scientifique, au niveau aussi empirique sur le terrain, que manger des glucides en trop grande quantité, ça nous rend gros, ça nous rend malade. Fait que c'est le temps de voir ces glucides-là. Pareil que maintenant, on voit les cigarettes. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand je sortais dans les bars, les gens fumaient. Là, maintenant, on serait outrés s'il y avait ça qui se passe. Pareil dans les avions. Les premiers avions, les gens pouvaient fumer. Là, maintenant, les gens ne fument plus. Fait que ça ne prend pas très longtemps à changer les choses. Par contre, ça prend un nombre critique de personnes qui ont commencé à comprendre le problème. Puis, comprendre le problème dans ce livre-là, c'est vraiment de comprendre que ce n'est pas une question de bouger plus, manger moins, c'est une question de contrôler son insuline. On n'a pas beaucoup parlé de l'effort physique. Juste une mini parenthèse comme ça. Dans le fond, l'effort physique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rend nos muscles plus sensibles à l'insuline, ce qui fait qu'ils vont brûler directement le glucose. Et on a moins besoin de sécréter d'insuline, ce qui fait qu'on s'éloigne de la résistance à l'insuline. Et donc, on gère mieux son sucre sanguin. Ça fait aussi beaucoup d'autres effets bénéfiques sur la plasticité du cerveau, sur la densité osseuse, sur le fait d'être fonctionnel puis d'être capable de faire qu'est-ce qu'on veut, sur notre capacité de travail. Mais il faut arrêter de voir l'effort physique comme quelque chose qui va nous permettre de manger n'importe quoi. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir une bien meilleure qualité de vie, d'être plus en santé, mais ce n'est pas la solution à manger 1 litre de crème glacée par jour. Maintenant, en résumé, bon, la maladie et d'être gros, ça vient de l'insuline, donc il faut gérer cette insuline-là. Gary Taubes dit, dans le fond, faites le test, enlevez tous ces glucides-là. Donc, encore une fois, pas nécessairement les végétaux. Puis, regardez par rapport à si vous avez du poids à perdre ou vos marqueurs de santé. Si vous ne perdez pas de poids, peut-être, il y a des cas de gens tellement avancés dans leur résistance à l'insuline, dans leur diabète de type 2, tout ça, que même manger un concombre, ça augmente leur sucre sanguin trop et ça génère une réponse démesurée de l'insuline. Donc, ces gens-là, peut-être qu'il faut qu'ils s'abstiennent au complet. C'est pas juste, mais il dit c'est le même principe que certains d'entre nous ne sont pas capables d'avoir juste un verre d'alcool par soir ou la fin de semaine, ils deviennent alcooliques. Pour eux, c'est pas juste, il faut qu'ils coupent complètement l'alcool. Mais pour certaines personnes, c'est la même chose avec les glucides. Pour d'autres, par contre, c'est pas parce qu'une personne est alcoolique que vous ne pouvez pas siroter un petit rosé le samedi soir. Donc, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de couper à 100% les glucides que vous ne pouvez pas avoir un cheat night avec de la crème glacée. Faites juste le test puis monitorez vos données. Est-ce que vous recommencez à prendre du poids? Est-ce que vos marqueurs de santé s'en vont dans la mauvaise direction? Donc, qu'est-ce que ça fait ça
ben, peut-être que la crème glacée pour certains est correcte et pour d'autres, ça, boum, tout de suite commence à donner une réponse insulinique qui est néfaste et tous leurs efforts sont abolis. Donc regardez, c'est la même chose avec les produits céréaliers. Dans Undoctor, on en a parlé. D'après lui, il faudrait que tout le monde les enlève. C'est ce que je suis en train de faire, enlever-les pendant 6 semaines. Puis après ça, on va le réintroduire et voir s'il y a un vrai changement au niveau des marqueurs de santé, au niveau de l'énergie, au niveau du poids. Et là, on peut faire une décision éclairée de ne pas se mettre sur une diète. Comme Gary Taubes en parle, de juste changer notre lifestyle, de changer notre vision de ce qu'est un glucide. Pareil qu'on a changé notre vision de ce qu'est l'alcool et les cigarettes. J'espère que ça vous a aidé. Montrez cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Puis, si vous êtes un entraîneur, je vous conseille fortement de lire le livre Why We Get Fat and What to Do About It de Gary Taubes.